Comprendre la philosophie de Rousseau grâce à Netflix, comprendre le stoïcisme grâce à la crise Covid, ou le concept freudien de sublimation grâce à Rocco Siffredi, c'est la promesse de ce livre, La philosophie c'est pour vous aussi, disponible sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies, un livre qui va vous prouver que la philosophie c'est pour tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du lapsus. Qu'est-ce qu'un lapsus ? Un lapsus, c'est ça. J'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. Un lapsus, comme vous l'avez entendu, c'est une erreur de langage. C'est le remplacement d'un mot par un autre, d'une expression par une autre, ou d'une syllabe par une autre. Mais contrairement à une erreur, disons, anodine, comme le bégaiement ou le bredouillement, le lapsus a une particularité. Il donne à la phrase prononcée un sens nouveau. Je dis prononcé même si en réalité, on parle aussi de lapsus pour une phrase écrite. Et pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, quand vous envoyez un SMS et que vous vous apercevez que votre correcteur automatique a écrit un autre mot que celui que vous vouliez écrire, vous êtes exactement dans la même situation que si vous aviez commis un lapsus oral. Un mot qui vous a échappé. Et une certaine gêne, un certain embarras à l'avoir laissé s'échapper. Donc un lapsus, c'est une erreur de langage qui fait que vous dites quelque chose que vous n'aviez pas l'intention de dire et qui transforme radicalement le sens de votre phrase. Qui même parfois lui fait dire l'exact opposé de ce que vous aviez prévu de dire. Et alors évidemment, quand on entend quelqu'un commettre un lapsus, la tentation est grande de l'interpréter. De l'interpréter, c'est-à-dire de lui donner un sens. De le considérer comme révélateur. Le fameux lapsus révélateur. Révélateur de quoi ? Révélateur de ce que la personne pense vraiment, de ce qu'elle pense au fond d'elle. Quand un président de la République annonce que la France va sortir de l'état de droit, au lieu de l'état d'urgence, il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi se demander si cette erreur en était vraiment une. Autrement dit, il y a de quoi se demander dans quelle mesure le lapsus n'est pas une erreur qui dit la vérité. Alors oui, ça paraît contradictoire, une erreur qui dit la vérité, mais c'est exactement comme ça qu'il faut le comprendre. En tout cas, c'est comme ça que Freud l'interprète. Et pourquoi est-ce que je vous parle de Freud ? Parce que c'est Freud qui a popularisé l'intérêt qu'on porte au lapsus. Avant Freud, les lapsus existaient, évidemment. Mais on ne cherchait pas à leur donner une signification. On ne les considérait pas comme révélateurs de quoi que ce soit. Tout au plus, révélateurs d'une inattention, révélateurs d'une fatigue cérébrale. Un peu, vous savez, comme quand on jette la cuillère dans la poubelle, au lieu du lave-vaisselle. Ça nous arrive tous, ce genre de négligence. Dire un mot à la place d'un autre, ou appeler quelqu'un par un autre prénom, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. On n'en fait pas le signe de quelque chose qui demande à être interprété. Eh bien, à partir de Freud, on commence à voir le lapsus autrement. On commence à envisager l'hypothèse du lapsus révélateur. Et de quoi le lapsus serait-il révélateur, selon Freud ? Il serait révélateur de notre inconscient. Le lapsus exprimerait une pensée inconsciente, un désir inconscient ou une peur inconsciente. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent aller directement au texte, je vous renvoie à l'ouvrage de Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, publié en 1901, c'est le chapitre 5, consacré à l'analyse des lapsus. Et on trouvera également un autre texte, c'est dans Introduction à la psychanalyse, partie 1, publié en 1922. Alors avant de commencer, très rapidement, quelques mots sur Freud. Donc Freud, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne, c'est le fondateur d'une discipline qu'on appelle la psychanalyse, et comme j'ai l'habitude de le faire, je rappelle que la psychanalyse n'est pas une science, elle n'est pas reconnue comme une science, donc je sais pertinemment qu'en commentaire, certains vont me dire que la psychanalyse est une pseudo-science, que Freud est un escroc. On s'en fiche. C'est pas le propos. Le propos, c'est de comprendre ce que Freud nous dit à propos du lapsus,
et en quoi c'est intéressant. En quoi ça nous permet de repenser la question du psychisme et du comportement humain. Et libre à chacun ensuite d'adhérer ou de ne pas adhérer. Alors si on veut comprendre l'interprétation freudienne du lapsus, il faut commencer par comprendre ce qu'est la psychanalyse. Donc là encore, je vais aller très vite. La psychanalyse, littéralement, c'est l'analyse de la psyché. Et qu'est-ce que c'est la psyché ? C'est l'esprit. Donc la psychanalyse, c'est l'analyse de l'esprit. Et là, vous allez me dire, mais ça existe déjà. Ça s'appelle la psychologie. Oui, mais non. Parce que, contrairement à la psychologie, je dis contrairement, mais en réalité, les deux approches ne sont pas du tout incompatibles. Mais disons qu'en psychanalyse, il y a un concept absolument central, un concept absolument incontournable, qui est le concept d'inconscient. Or, pour Freud, l'essentiel de la vie psychique se passe dans l'inconscient. Pas de psychanalyse sans inconscient. Ce qui en soi est déjà une révolution à l'époque, puisqu'avant Freud, on considérait que la vie psychique, c'était la vie consciente. Alors oui, on trouve une sorte de préfiguration de l'inconscient chez un philosophe comme Platon, avec sa théorie de la réminiscence. On trouve aussi l'idée de perception inconsciente chez Leibniz, les petites perceptions inconscientes qui forment les impressions générales conscientes, mais on n'est pas du tout dans ce que Freud appelle l'inconscient. Alors, du coup, qu'est-ce que Freud appelle l'inconscient ? L'inconscient, c'est une zone de la psyché, c'est une zone de l'esprit, qui ne nous est pas accessible directement, comme son nom l'indique, inconscient, mais qui nous est accessible à travers certains symptômes, à travers certaines manifestations. Le lapsus fait partie de ces manifestations, comme le rêve fait partie de ces manifestations. Freud a une phrase sur le rêve, il dit « c'est la voie royale de la connaissance de l'inconscient ». On en reparlera tout à l'heure. Mais pour le moment, retenez seulement que l'inconscient, c'est la zone de l'esprit dans laquelle certaines pensées et certains désirs ont été refoulés. Le refoulement, ça c'est une notion très importante chez Freud. Le refoulement, c'est le processus par lequel nous rejetons certaines pensées hors de notre conscience. Et pourquoi est-ce que nous rejetons certaines pensées hors de notre conscience ? Parce qu'elles sont contraires, parce qu'elles sont incompatibles avec les exigences de la vie en société, avec les exigences de la civilisation. La civilisation, c'est par exemple la prohibition du meurtre, le fameux « tu ne tueras point », sixième commandement révélé par l'Éternel à Moïse. La civilisation, c'est aussi la prohibition de l'inceste, la prohibition du viol, la prohibition de tout ce qui est facteur de désunion, de désagrégation sociale. Et donc là, vous remarquez déjà le mot que j'ai employé. Prohibition. Pas de civilisation sans prohibition. Autrement dit, pas de société sans interdit. Pas de société sans tabou. C'est ça l'idée. Et donc sans aller jusqu'à dire évidemment que nous aurions tous le désir de tuer notre prochain ou d'avoir des relations sexuelles avec notre mère, sans aller jusqu'à dire que nous nous retenons de faire ces choses-là, le fait est que, pour Freud, le refoulement commence là. Donc l'inconscient commence là. Et d'ailleurs, si ces pratiques nous paraissent aussi choquantes et inappropriées, si ces pratiques nous paraissent dégoûtantes, c'est justement parce que nous sommes conditionnés par les règles sociales à les trouver dégoûtantes. Pas l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on les trouve dégoûtantes qu'on les a prohibées. C'est parce qu'on les a prohibées qu'on les trouve dégoûtantes. Donc le refoulement. On refoule dans l'inconscient nos pensées et nos désirs inassumables. Inassumables parce qu'incompatibles avec la vie en société. C'est de là que vient le sentiment de honte. La honte, c'est la confrontation à ce que l'on sait être prohibé. On a honte de se montrer nu, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils virent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. On a honte d'être surpris en train de faire l'amour, d'être pris en flagrant délit de mensonge, ou de n'importe quel acte répréhensible. Et on a honte de nos lapsus, surtout quand ils sont à caractère sexuel.
Parce qu'on sait que notre lapsus va être interprété, qu'il va être interprété comme le symptôme d'un désir inconscient, et que donc dans ces moments-là, c'est notre âme qui est pour ainsi dire mise à nu. Quelle nudité plus totale, quelle nudité plus absolue que la nudité de notre âme. Et c'est là où il faut faire le lien entre le lapsus et le rêve. Ça arrive parfois qu'on ait honte de nos rêves, qu'on n'assume pas de les raconter, de peur d'être jugé, de peur que les gens pensent que ce dont on a rêvé, c'est ce dont on a envie. Il n'y a pas plus intime qu'un rêve. Dans nos rêves, il se passe parfois des choses totalement improbables, et pas dans le bon sens du terme. Dans nos rêves, nos pensées sont débridées, comme on débride un cheval. La bride, c'est le harnais qui permet de maintenir la tête du cheval dans la bonne direction. Enlever la bride, le cheval pourra partir dans n'importe quelle direction. Littéralement, dans tous les sens. C'est ce qui se passe dans le rêve. L'esprit part dans tous les sens. Et quand on se réveille, on se dit « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi j'ai rêvé de ça ? C'est pas normal de rêver de ça. » Eh bien si, c'est normal. C'est normal parce que le principe du rêve, c'est précisément de libérer notre inconscient. Le rêve, c'est la soupape d'évacuation de l'inconscient qui, parce qu'il est enchaîné le jour, se déchaîne la nuit. On retrouve ici la distinction nietzschéenne entre le dionysiaque et l'apollinien. Le dionysiaque, c'est la pulsion irrationnelle. L'apollinien, c'est la canalisation rationnelle. Le dionysiaque, c'est l'absurde. L'apollinien, c'est le sens. Le dionysiaque, c'est la nuit. L'apollinien, c'est le jour. Donc quand on dit que nos rêves sont absurdes, oui, ils sont absurdes. Mais c'est justement parce qu'ils sont absurdes qu'ils ont un sens. Ils ont un sens en tant que moyen d'évacuation de l'inconscient. Ils ont un sens en tant qu'expression rationnelle d'une pulsion irrationnelle. Et donc pour en revenir à la honte qu'on éprouve après avoir commis un lapsus, ou la honte qu'on éprouve après avoir fait un rêve, Freud nous dit, il ne faut pas avoir honte. Parce que le lapsus, comme le rêve, ce n'est pas nous qui le faisons, à proprement parler. C'est notre inconscient. Or, nous ne sommes pas responsables de ce que fait notre inconscient. Pour le dire encore plus explicitement, nous ne sommes pas notre inconscient. Alors, nous ne sommes pas notre inconscient, bien sûr que si, puisque notre inconscient non seulement fait partie de nous, mais il gouverne même une part essentielle de notre vie psychique. Mais nous ne sommes pas notre inconscient au sens où nous n'avons pas la maîtrise de notre inconscient. Nous ne contrôlons pas notre inconscient, c'est l'inconscient qui nous contrôle. Donc ce dont vous rêvez, ou ce que vous dites dans un lapsus, ce n'est pas ce que vous désirez, c'est ce que désire votre inconscient. L'inconscient, c'est la partie de nous qui se fiche de nous. C'est la partie de nous qui fait sa vie indépendamment de ce que nous voulons consciemment. Et qui agit d'autant plus, qui réagit d'autant plus, que nous cherchons à le contrôler. Comme un enfant rebelle. D'autant plus rebelle que vous allez vouloir lui interdire des choses. Retenez ça. L'inconscient, ce n'est pas vous, c'est ce qui vit en vous. Donc pour Freud, lapsus et rêve, même combat. Dans les deux cas, on parle d'une manifestation de l'inconscient, d'un symptôme de l'inconscient. Je disais tout à l'heure, la vie en société nous impose des limites, donc des interdits. Ce que Freud appelle la censure. On censure des pensées et des désirs qui n'ont pas leur place dans la vie en société, on les réprime, et ce faisant, on les accumule. Parce que refouler une pensée ne signifie en aucun cas l'éliminer. C'est le contraire. On la fortifie en même temps qu'on la bannit. C'est le jeune homme ivre à qui le videur refuse l'entrée en boîte de nuit. Il le bannit en même temps qu'il fortifie son désir d'entrer. C'est pervers. Mais c'est comme ça. Donc on n'élimine pas nos pensées en les refoulant dans l'inconscient, on les stocke. Et au bout d'un moment,
elles vont commencer à grossir et à faire pression, jusqu'au moment où la pression va être trop forte et qu'elles vont commencer à déborder, à la manière d'une baignoire qu'on remplit sans avoir fermé le robinet. Le lapsus, c'est le débordement de l'inconscient dans le langage. C'est le débordement pulsionnel de l'inconscient dans le champ rationnel de la parole consciente. La ministre de la Mer a présenté 2 ordonnances. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi, sur l'enlèvement des épaves. Alors, quelques mots sur le langage. Le lapsus, c'est une notion qui est à la croisée de 2 domaines. Le domaine de l'inconscient et le domaine du langage. De ce point de vue-là, on pourrait dire que le lapsus, c'est l'inconscient qui se faufile par la ruelle du langage. Et pourquoi est-ce que l'inconscient passe par le langage ? Autrement dit, qu'est-ce qui fait que le langage est un moyen propice pour l'inconscient de se manifester ? Eh bien, c'est tout simplement le fait que le langage, c'est un outil d'extériorisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le langage, c'est ce qui fait passer quelque chose d'intérieur, intérieur au sens d'interne à notre esprit, donc une pensée, un désir, une émotion, quelque chose d'intérieur à l'extérieur. L'extérieur étant le mot. Le mot, c'est l'extériorisation de notre vie psychique. Quand on parle, on manifeste ce qui est dans notre esprit, au sens où on le verbalise. D'ailleurs, le verbe s'exprimer, quand on dit de quelqu'un qu'il s'exprime, s'exprimer, ça veut dire littéralement se pousser à l'extérieur. Le contraire de s'exprimer étant s'imprimer. Et s'imprimer, ça veut dire se matérialiser à l'intérieur. Donc le langage est un canal entre 2 mondes. Le monde de l'intériorité psychique et le monde de l'extériorité linguistique. Or, ce que nous dit Freud, c'est que ce canal, en temps normal, il est emprunté par des éléments psychiques auxquels la conscience a donné l'autorisation de passer. Il est emprunté par des éléments psychiques qui ont été validés par la conscience. Par exemple, si vous vous disputez avec votre bien-aimé et que votre intériorité psychique vous dit « Mais quel blaireau celui-là !» vous n'allez pas laisser ces mots passer le filtre de votre bouche. Vous allez, comme on dit, ravaler vos paroles, c'est-à-dire les ramener dans votre intériorité, les reconduire derrière la frontière de votre intériorité. Parler, c'est contrôler, puisque c'est décider de ce qui sort de notre bouche. Parce qu'on a conscience que les paroles ont un poids, qu'on ne peut pas se permettre de dire exactement ce qu'on pense, pour les mêmes raisons qu'on ne peut pas faire tout ce qui nous passe par la tête. Parce que ça rendrait la vie en société impossible. D'ailleurs, vous savez, quand on dit quelque chose de virulent à quelqu'un, et qu'ensuite on s'excuse en lui disant « mes mots ont dépassé ma pensée », c'est totalement faux. La réalité, c'est que nos mots étaient conformes à notre pensée, et que c'est justement ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire exactement ce qu'on pense. On doit filtrer. On doit censurer. Donc parler, c'est filtrer. C'est filtrer ce qui se dit de ce qui ne se dit pas. Eh bien, le lapsus, c'est la pensée inconsciente qui s'est faufilée à travers le filtre. C'est la pensée qui est passée sous le radar du contrôle de la conscience. Donc pour filer la métaphore, imaginons que la pensée inconsciente, c'est un passager clandestin, un passager qui n'a pas son billet d'avion, qui n'a pas son passeport, qui n'a pas sa carte d'embarquement, mais qui profite d'une inattention du personnel de l'aéroport pour se faufiler entre les bagages et qui se retrouve dans l'avion. La conscience aurait dû lui refuser l'accès, mais il est passé quand même. Et quand l'avion décolle, il est trop tard. L'avion qui décolle, c'est la phrase qui contient un lapsus. Et le passager, c'est le mot qui vous a échappé. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la caractéristique essentielle du lapsus, c'est d'être le résultat d'un conflit psychique. Conflit entre l'inconscient et la conscience, conflit entre le désir et l'interdit, conflit entre ce qui veut s'exprimer et ce qui veut réprimer. C'est parce qu'il y a conflit qu'il y a lapsus.
Parce que le conflit génère la pression. Et que la pression génère une fissure. Une fissure du discours et la fuite de l'inconscient à travers cette fissure. Et ce conflit entre conscience et inconscient, le lapsus n'en est qu'un exemple. Un exemple qui appartient à la grande famille de ce que Freud appelle les actes manqués. Alors, qu'est-ce qu'un acte manqué ? Un acte manqué, c'est quand on fait quelque chose qu'on ne voulait pas faire, mais que notre inconscient voulait faire. Conflit entre la conscience et l'inconscient, pression de l'inconscient, échec de la conscience. D'où acte manqué. Exemple, vos parents vous ont obligé à faire des études de droit parce qu'ils voulaient que vous deveniez avocat. Votre souhait à vous, c'était de devenir musicien. Mais bon, comme ce sont vos parents qui vous financent, vous leur obéissez. Comme on dit, vous vous faites une raison. Vous devez passer l'examen du barreau, l'examen est à 8 heures, vous mettez votre réveil à 6 heures, au cas où, vous vous couchez tôt pour être sûr de ne pas vous rater, et vous vous ratez. Quand vous vous réveillez, il est 8h05. C'est ça, un acte manqué. Votre conscience voulait quelque chose, passer l'examen pour devenir avocat. Votre inconscient n'était pas d'accord, il a fait échouer votre conscience. Et alors attention, quand je dis que votre conscience voulait passer l'examen, c'est vrai. Si vous préférez, vous ne vous êtes pas couché en vous disant « Tiens, ce serait marrant que je manque le réveil et que je puisse pas passer l'examen. » Non. Vous vouliez vraiment passer cet examen, mais vous ne le vouliez pas au fond de vous. L'inconscient, c'est ce qui se passe au fond de vous. C'est pour ça que quand on dit qu'un acte manqué, c'est l'expression de ce qu'on désire vraiment, tout dépend de ce qu'on entend par « vraiment ». Si par « vraiment » on entend « sincèrement », la conscience qui veut se lever à 6 heures pour aller passer l'examen, elle le veut vraiment. Mais si par « vraiment » on entend inconsciemment, dans les profondeurs de l'âme, dans les abysses de la psyché, alors là, c'est une autre histoire. La conclusion qu'il faut en tirer, c'est que nous sommes divisés. Nous sommes scindés à l'intérieur. Une partie de nous désire quelque chose, une autre partie de nous veut autre chose. Et je fais exprès de distinguer désirer et vouloir, précisément parce que désirer, c'est plus pulsionnel, c'est moins rationnel que vouloir. Vouloir devenir avocat, mais désirer devenir musicien. Vouloir fonder une famille, mais désirer rester libre. À moins que ce ne soit l'inverse. Donc encore et toujours cette idée de conflit. Autre exemple, vous êtes marié et vous êtes infidèle. Vous aimez votre époux ou votre épouse, en tout cas au niveau conscient, mais quelque chose vous manque. Donc vous allez voir ailleurs. Vous allez voir ailleurs tant et si bien qu'un jour, votre mari retrouve une chaussette sous le lit, mais une chaussette qui ne lui appartient pas. Il vous demande des explications. À qui est cette chaussette ? Et là, éclair de génie. Mais enfin, chérie, c'est la chaussette qu'utilise la femme de ménage pour faire la poussière. N'est-ce pas, Dolores ? Oui, madame. Je la cherchais partout. Voyez cet exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que votre inconscient a tendu un piège à votre conscience. Il lui a fait commettre une gaffe, qui en réalité n'était pas une gaffe. C'était un moyen indirect de dire la vérité. C'était un moyen indirect d'avouer. Comme si votre inconscient avait pris les rênes de votre vie en vous disant « Laisse-moi faire. Je sais ce que tu désires au fond de toi. Tu désires te libérer de cette relation. Eh bien moi, je vais t'aider à mettre un terme à cette relation qui ne te rend pas heureuse. Je vais précipiter la rupture. » Alors il se trouve que dans cet exemple, la conscience a réussi à rattraper le coup. Elle a réussi à inventer une histoire pour annuler ce que son inconscient avait fait. Mais ce n'est que partie remise. Tôt ou tard, l'inconscient ressurgira. Il fera commettre
une autre gaffe à la conscience, et cette fois-ci, il gagnera. C'est ça, l'acte manqué. L'acte manqué, c'est un acte manqué pour la conscience, mais réussi pour l'inconscient. C'est le compromis trouvé par le psychisme pour libérer une partie de l'inconscient sans mettre en jeu l'intégrité de la conscience. C'est une erreur qui dit la vérité. Comme le lapsus est une erreur qui dit la vérité. Pour Freud, le lapsus est toujours révélateur. Pas révélateur de ce que veut la conscience, mais révélateur de ce que désire l'inconscient. Cette partie de nous-mêmes qui pourtant n'est pas nous-mêmes. Quand le Premier ministre annonce aux députés de l'Assemblée nationale que le Conseil constitutionnel prendra sa décision demain, mais qu'il dit à la place prendra sa démission demain, on peut imaginer qu'il y a quelque chose en lui qui doute, quelque chose en lui qui n'y croit pas. La fameuse fissure, qu'on peut bien recouvrir tant qu'on voudra, la recouvrir ne signifie pas la reboucher. Le Conseil constitutionnel qui prendra sa démission demain, qui prendra sa décision demain. Le lapsus est d'autant plus révélateur pour Freud, il est d'autant plus chargé de signification, qu'il trahit le soin apporté à l'image. Le soin apporté à l'image, c'est la posture du Premier ministre, une posture pleine d'assurance, pleine d'autorité, pleine de solennité. C'est son ton maîtrisé, son regard déterminé. Le lapsus ne serait pas aussi digne d'intérêt s'il ne contredisait, pour ne pas dire s'il n'annulait, tout ce travail de contrôle et de mise en scène. Les interactions sociales sont le lieu du contrôle et de la mise en scène. On fait semblant, on fait bonne figure, on joue un rôle, et on finit par se convaincre soi-même du rôle qu'on joue, comme des comédiens qui n'arrivent plus à sortir de leur personnage. Plus on fait semblant, plus on veut convaincre que le faux semblant est la vérité, plus on excite la vérité. Un mensonge est une vérité à retardement. Une apparence maîtrisée, un discours maîtrisé, c'est un discours qui ne tardera pas à être mis en échec par une parole de vérité. Le lapsus est une parole de vérité. Il ne dit rien de nos intentions conscientes, mais dit tout de nos intentions dissimulées, de nos intentions enfouies. Voilà pourquoi l'histoire de l'individu social se confond avec l'histoire de ses conflits intérieurs, ce qu'il désire, ce qu'il refoule, ce qu'il contrôle et ce qui échappe à son contrôle. Il n'y a encore pas si longtemps, quand un enfant a été jugé par ses parents un peu trop turbulent, il l'enfermait dans le placard. Et quand quelqu'un révèle son homosexualité, on dit également qu'il sort du placard. Qu'est-ce qui se passe avec le placard ? Le placard, c'est là où on plaque. Plaquer, appuyer avec force. C'est là où on plaque, mais c'est aussi là où on planque, où on dissimule. En anglais, c'est encore plus explicite. Closet. To close, fermer. Dans un placard, on enferme, on cache. Certains diraient, on refoule. On refoule une homosexualité qu'on a honte d'assumer dans une société hétéronormée. On refoule l'enfant turbulent qu'on a honte d'assumer devant ses invités. C'est la scène d'Harry Potter durant laquelle Harry est enfermé, non pas dans le placard cette fois-ci, mais dans sa chambre, parce que ses parents adoptifs ont des invités et qu'ils ne veulent pas que Harry soit vu par les invités. Donc il est enfermé dans sa chambre. Et c'est précisément le moment que choisit l'elfe Dobby pour rendre visite à Harry dans sa chambre. Résultat des courses, ça tambourine à tout va. Et dans le salon, tout le monde entend le bazar qu'il y a à l'étage. La morale de l'histoire, c'est qu'on amplifie ce qu'on refoule. C'est qu'on stimule ce qu'on réprime. C'est que l'élément perturbateur est d'autant plus perturbateur
qu'on cherche à le faire taire, à le réduire au silence, ou à l'invisibiliser. Ce qui est sous pression a envie de sortir, a besoin de sortir, par tous les moyens. Dans l'Antiquité, on régulait les désirs inconscients en organisant des fêtes orgiastiques, un moment durant lequel on assouvissait tous ces fantasmes afin d'évacuer la pression accumulée, afin de ne pas laisser grossir indéfiniment les tensions et les frustrations à l'intérieur de soi. On comprendra beaucoup mieux la fonction sociale des boîtes de nuit, de l'alcool et de la prostitution, si on comprend que la vie en civilisation est une vie de refoulement, et qu'il faut parfois donner du mou à l'inconscient, lui donner une permission. Et là, vous ne vous en êtes pas rendu compte, je pense, mais j'ai failli faire un lapsus. J'ai failli dire une vide de refoulement. Remplacer vie par vide. Comment l'interpréter ? Peut-être parce que ce qu'on cherche à travers ces dérivatifs, la fête, l'alcool, le sexe, c'est remplir le vide de notre vie. Ou peut-être au contraire parce que vivre, c'est vider. C'est vider ses tensions, c'est vider ses frustrations. Freud ne propose pas un manuel d'interprétation des lapsus, une sorte d'annuaire de l'inconscient, mais il nous dit que le lapsus a toujours une signification. La psychanalyse, c'est l'exclusion du hasard et du non-sens. Tout a un sens, même si ce sens n'est pas manifeste, même si ce sens n'est que latent. Quand Freud interprète les rêves, il fait la distinction entre le contenu latent du rêve et le contenu manifeste du rêve. Le contenu manifeste, c'est ce dont vous rêvez. C'est la forme que prend votre rêve. Le contenu latent, c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'il y a sous la forme du rêve. C'est ce qu'il veut dire. Le contenu manifeste, c'est la forme. Le contenu latent, c'est la force. C'est la pulsion informe qui se donne une forme à l'occasion du rêve. Et cette forme est propre à chacun. Vous rêvez d'un serpent ? À quoi ce serpent est-il associé dans votre inconscient ? Vous rêvez d'une pomme ? À quoi cette pomme est-elle associée dans votre inconscient ? Associée comme on parle d'association d'idées. On peut associer des idées qui n'ont apparemment rien à voir entre elles. Juste parce que, pour nous, elles résonnent ensemble. Elles se renvoient l'une à l'autre. C'est Fabien Olicard qui explique dans une de ses vidéos que pour retenir le fait que Vienne est la capitale de l'Autriche, il imagine une autruche, autruche, qui court si vite sur l'eau qu'elle ne coule pas. Et quand son acolyte lui pose la question « Pourquoi qui court sur l'eau ?», Fabien lui répond « Parce que j'ai longtemps confondu Vienne avec Venise, donc de l'eau. » Ce à quoi son acolyte répond « Parfait !» Pourquoi parfait ? Parce que peu importe si l'association entre les deux idées n'a aucun sens pour nous, elle en a pour lui. Elle en a pour celui à qui elle est utile. Eh bien, ça, ce principe-là, ce principe de l'association des idées, pour Freud, il est crucial. Il est crucial dans la démarche d'interprétation du sens des formes prises par l'inconscient. J'en reviens à mon exemple de la pomme. J'ai rêvé d'une pomme. Peut-être que la pomme n'est pour moi qu'un déplacement du mot homme. Pomme, homme. Ça paraît absurde. Ça paraît tiré par les cheveux. Mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Les formes prises par l'inconscient sont tirées par les cheveux. Précisément parce que l'inconscient n'a pas d'autre choix que de revêtir des formes qui n'ont qu'un lointain rapport avec ce qu'il cherche à dire, mais qui sont les seules formes par lesquelles la conscience l'autorise à se manifester. L'inconscient se sert de ce qu'il peut. Il investit ce qu'il peut. Que ça nous paraisse absurde, c'est notre problème à nous. C'est notre problème d'être rationnel. L'inconscient, lui, n'est pas rationnel. Il est pulsionnel. Et il sait que, pour s'échapper,
pour se libérer, pour communiquer avec nous, il a besoin d'une forme. Il prendra donc n'importe quelle forme disponible. Freud prend l'exemple d'une de ses patientes qui a rêvé d'un homme qu'elle connaît vaguement, un homme qui s'appelle Yauner. Elle se demande pourquoi elle a rêvé de ce Yauner. Les détracteurs de Freud diront « Ah ben il va lui dire que c'est parce qu'elle a envie de coucher avec lui ». Pas du tout. Freud lui dit « Peut-être que derrière ce Yauner, votre inconscient cherchait à dire Gauner. Gauner qui en allemand signifie escroc. Donc son inconscient aurait remplacé la lettre G par la lettre J pour se manifester. La patiente répond à Freud « Mais pas du tout. C'est n'importe quoi. » Et en lui disant ça, elle veut utiliser le mot Gewagt, qui en allemand veut dire risqué, donc interprétation risquée. Mais au lieu de dire Gewagt, elle dit Jewagt, qui est un mot qui n'existe pas. Mais sauf qu'en faisant ça, en disant Jewagt au lieu de Gewagt, autrement dit en disant quelque chose qui d'un point de vue rationnel n'a pas de sens, elle dit quelque chose qui a beaucoup de sens. À savoir qu'elle a remplacé la lettre G par la lettre J. De la même façon qu'elle avait rêvé de Yauner, et que, derrière Yauner, il y avait Gauner. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable, un travail admirable, mais dans des conditions qui sont déplorables. Ah oui, déplorables. Là, vous avez eu un lapsus. Comprendre le lapsus, c'est comprendre de quoi le lapsus est le produit. Il est le produit du pulsionnel et du rationnel. Il est le produit de la force et de la forme. Et là, on peut faire un autre parallèle, non pas avec Nietzsche, mais avec celui qui a précédé Nietzsche, à savoir Schopenhauer. Schopenhauer disait « Le monde est la conjonction de deux réalités, la volonté et la représentation. La représentation, c'est le monde tel qu'on le perçoit et tel qu'on le comprend. C'est cet ordinateur qui s'allume quand j'appuie sur marche, c'est ce téléphone qui m'envoie une notification quand je reçois un message, c'est mon voisin qui me dit bonjour quand je le croise dans la rue. Le monde comme représentation, c'est le monde où les choses ont du sens. C'est le monde régi par le principe de rationalité. La volonté, quant à elle, c'est la force irrationnelle qui sous-tend le monde comme représentation. C'est la force irrationnelle qui n'est rien d'autre qu'une pulsion vitale. Pulsion ou pulsation. La représentation, c'est la conscience. La volonté, c'est l'inconscient. Et de la même façon que pour Schopenhauer, le monde est fondamentalement volonté, pour Freud, l'individu est fondamentalement inconscient. Autrement dit, nous sommes régis par la pulsion. L'inconscient est régi par la pulsion. Or, une pulsion, ça n'a pas de forme. Ça investit une forme. Le mot est une forme, le rêve est une forme. La pulsion va donc investir ces formes pour se manifester de manière indirecte, de manière travestie. Donc le travestissement, le détournement si vous préférez, est inhérent à l'acte de manifestation de l'inconscient. L'inconscient ne peut pas se manifester autrement que de manière détournée, donc de manière apparemment absurde. Demander à l'inconscient de se manifester de manière logique, de manière cohérente, de manière méthodique et reproductible, c'est demander à l'inconscient de ne plus être l'inconscient. C'est demander à l'inconscient de devenir ce qui n'est pas lui, à savoir la conscience. J'ai le désir inconscient de coucher avec la femme de mon meilleur ami. Est-ce que je vais lui dire « j'ai envie de coucher avec toi » ? Non, parce que ça marche pas comme ça. C'est trop long, c'est trop construit, c'est trop explicite pour que la conscience laisse passer ça. En revanche, qu'au cours d'une discussion avec elle à propos de la météo, je laisse échapper mon désir d'une baisse des températures, là, mon inconscient est ravi.
Ma conscience va être gênée, embarrassée, honteuse même, d'avoir laissé échapper un tel mot. Parce que je n'ai aucune intention consciente de réaliser un tel désir. Mais l'inconscient s'en moque. Ce qu'il voulait, c'était s'exprimer, au sens de s'extérioriser. Et il y est parvenu, à la faveur d'un mot phonétiquement proche. Il faut qu'il y ait une proximité phonétique, parce que c'est grâce à cette proximité phonétique que votre conscience peut accepter le compromis, qu'elle peut accepter l'idée d'avoir simplement glissé sur un mot. Lapsus en latin, ça veut dire glissade. Donc c'est l'idée d'accident involontaire. Un accident sans grandes conséquences. Si ce n'est la conscience d'une intrusion furtive de la pulsion dans le champ de la raison. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Le lapsus, c'est l'occasion offerte à l'inconscient par le langage de s'exprimer. C'est l'occasion offerte à l'inconscient par le langage de se libérer en s'invitant dans le champ du conscient. L'inconscient s'invite précisément parce qu'il n'a pas été invité. Ce que Freud appelle le retour du refoulé. Tout comme l'enfant qui tambourine à la porte parce qu'on a voulu l'enfermer et qui, du coup, sabote le dispositif mis en place pour le faire taire. Les coups donnés par l'enfant sont le seul mode de manifestation par lequel l'enfant peut se faire entendre. Ils sont la seule forme disponible, à ce moment-là, pour que l'enfant puisse réinvestir le champ de la conscience familiale. Et donc dire qu'on ne peut pas interpréter un lapsus ou qu'on ne peut pas interpréter un rêve parce que la forme du lapsus ou la forme du rêve est absurde, c'est ne pas comprendre que, de la même façon que le sens est le vêtement de l'absurdité est aussi le vêtement du sens. L'absurde a un sens. L'absurde dit la vérité. Je cite. Dans le procédé psychothérapeutique dont j'use pour défaire et supprimer les symptômes névrotiques, je me trouve très souvent amené à rechercher dans les discours et les idées, en apparence accidentelles exprimées par le malade, un contenu qui, tout en cherchant à se dissimuler, ne s'en trahit pas moins, à l'insu du patient, sous les formes les plus diverses. Le lapsus rend souvent, à ce point de vue, les services les plus précieux, ainsi que j'ai pu m'en convaincre par des exemples très instructifs et, à beaucoup d'égards, très bizarres. Tel malade parle, par exemple, de sa tante qu'il appelle sans difficulté et sans s'apercevoir de son lapsus, « ma mère ». Telle femme parle de son mari en l'appelant « frère ». Dans l'esprit de ces malades, la tante et la mère, le mari et le frère se trouvent ainsi identifiés, liés par une association grâce à laquelle ils s'évoquent réciproquement, ce qui signifie que le malade les considère comme représentant le même type. Ou bien, un jeune homme de 20 ans se présente à ma consultation en me déclarant « Je suis le père de NN que vous avez soigné. Pardon, je veux dire que je suis son frère. Il a 4 ans de plus que moi. » Je comprends que par ce lapsus, il veut dire que, comme son frère, il est malade par la faute du père, que, tout comme son frère, il vient chercher la guérison, mais que c'est le père dont le cas est le plus urgent. D'autres fois, une combinaison de mots inaccoutumés, une expression en apparence forcée, suffisent à révéler l'action d'une idée refoulée sur le discours du malade, dictée par des mobiles tout différents. C'est ainsi que, dans les troubles de la parole, qu'ils soient sérieux ou non, mais qui peuvent être rangés dans la catégorie des lapsus, je retrouve l'influence non pas du contact exercé par les sons les uns sur les autres, mais d'idées extérieures à l'intention qui dicte le discours. La découverte de ces idées suffisant à expliquer l'erreur commise. Je ne conteste certes pas l'action modificatrice que les sons peuvent exercer les uns sur les autres, mais les lois qui régissent cette action ne me paraissent pas assez efficaces pour troubler, à elles seules, l'énoncé correct du discours. Dans les cas que j'ai pu étudier et analyser à fond, ces lois n'expriment qu'un mécanisme préexistant
dont se sert un mobile psychique extérieur au discours, mais qui ne se rattache nullement au rapport existant entre ce mobile et le discours prononcé. Dans un grand nombre de substitutions, le lapsus fait totalement abstraction de ces lois de relation tonale. Je suis sur ce point entièrement d'accord avec Wundt, qui considère également les conditions du lapsus comme très complexes et dépassant de beaucoup les simples effets de contact exercés par les sons les uns sur les autres. J'espère que les lecteurs ne refuseront pas toute valeur aux distinctions que j'établis en ce qui concerne l'interprétation des lapsus, bien que ces distinctions ne soient pas susceptibles de démonstration rigoureuse et qu'ils voudront bien tenir compte des exemples que j'ai moi-même réunis et analysés. Et si je persiste à espérer que les cas de lapsus, même les plus simples en apparence, pourront un jour être ramenés à des troubles ayant leur source dans une idée à moitié refoulée, extérieure à la phrase ou au discours qu'on prononce, j'y suis encouragé par une remarque intéressante de Mehringer lui-même. Il est singulier, dit cet auteur, que personne ne veuille reconnaître avoir commis un lapsus. Il est des gens raisonnables et honnêtes qui sont offensés lorsqu'on leur dit qu'ils se sont rendus coupables d'une erreur de ce genre. Je ne crois pas que ce fait puisse être généralisé dans la mesure où le fait Mehringer, en employant le mot « personne ». Mais les signes d'émotion qu'on suscite en prouvant à quelqu'un qu'il a commis un lapsus, et qui sont manifestement très voisins de la honte, ces signes sont significatifs. Ils sont de même nature que la contrariété que nous éprouvons lorsque nous ne pouvons retrouver un nom oublié, que l'étonnement que nous cause la persistance d'un souvenir apparemment insignifiant. Dans tous ces cas, le trouble est dû vraisemblablement à l'intervention d'un motif inconscient. Au début du XXe siècle, les écrivains surréalistes, André Breton à leur tête, mettent au point une technique d'écriture, l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est le fait d'écrire ce qui nous traverse, sans prêter attention à la cohérence, à la logique, à la structure. L'écriture automatique, c'est le lâcher-prise de la conscience. En mettant au point cette technique, les surréalistes voulaient montrer quelque chose, que l'essentiel de la vie psychique se situe en dehors de la conscience, et qu'il se pourrait bien que l'inconscient soit le véritable moteur de l'inspiration. Que ce soit par l'écriture automatique, par l'hypnose, par le rêve ou par le lapsus, c'est toujours quand la conscience se relâche que la vérité apparaît. Non pas la vérité de la volonté, mais la vérité du désir, la vérité de la pulsion qui ne sommeille en nous que parce que nous nous bouchons les oreilles, que parce que la porte du placard est fermée. Connais-toi toi-même, disait Socrate, et tu connaîtras, poursuivait Aristote, l'univers et les dieux. Serait-il possible que se connaître soi-même, ce soit en réalité connaître ce qui, en nous, n'est cependant pas nous? Se pourrait-il qu'être ceci ou être cela, ce fameux moi auquel nous tenons tant, ne soit qu'une illusion? Ou plutôt, qu'il ne soit que l'interface entre deux mondes, le monde de la conscience et le monde de l'inconscient. Un monde infiniment vaste, infiniment profond, infiniment insaisissable. Comprendre l'inconscient, c'est comprendre que tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura un infini à explorer. Je vous remercie.